Bonsoir et bienvenue dans votre édition de 23h. Voici les grands titres de l'actualité. Prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Le président Alassane Ouattara mis à l'honneur. À quelques jours de la cérémonie, la figure de l'ancien président ivoirien, chantre de la paix et du dialogue, ressurgit à travers les hommages rendus à son digne héritier, le chef de l'État ivoirien. Cybersécurité, le dispositif Alerte 100 présenté au public. La plateforme vise à renforcer la protection des usagers du numérique face aux menaces croissantes sur la toile. Nous irons à la découverte de cette innovation Made in Côte d'Ivoire. Et à l'international, au Tchad, l'audition de l'opposant Succès Masra reportée. Un report qui suscite interrogations et réactions dans un contexte politique encore fragile après l'élection présidentielle. Merci donc de rester avec nous pour le développement complet de cette émission. La paix célébrée en terre ivoirienne ce 22 mai, Abidjan accueille la cérémonie officielle de distinction du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Un symbole fort pour la Côte d'Ivoire, d'autant plus que le président Alassane Ouattara, désigné protecteur du prix depuis octobre dernier, incarne l'engagement pour la paix, l'unité et la cohésion. Un reportage d'Alexis Ouedraogo. Chacune de ses prises de parole depuis son accession à la magistrature suprême porte une interpellation à la paix et à l'unité. La paix constitue pour nous une valeur cardinale que nous devons préserver en toutes circonstances par le dialogue. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, s'engage aux premières heures de sa fonction à réparer les brèches de la cohésion nationale. Il prend une loi pour permettre à nos frères et sœurs qui étaient de l'autre côté de rentrer. Les victimes des crises ont été indemnisées. Les enfants des victimes ont jusqu'à ce jour la prise en charge scolaire. Les victimes continuent d'être prises en charge sur le volet santé. Et ce programme-là, depuis 2012-2013, il continue jusqu'à ce jour. Dès 2012, au lendemain de la crise post-électorale, le président veut apaiser les divergences. Il instruit la relance du dialogue avec les différents acteurs de la vie sociopolitique. Objectif, mettre en place une plateforme d'échange permanente. Le président Alassane Ouattara, c'est un homme de paix. Tout a été pensé, conçu autour de la paix, autour de la cohésion sociale, autour de la stabilité. Tout a été conçu avec les Ivoiriens, pour les Ivoiriens, dans un contexte de vivre ensemble. La présidentielle de 2015 voit la réélection d'Alassane Ouattara au premier tour. Il reçoit en janvier 2016 Pascal Affi N'Guessan du Front populaire ivoirien. Des échanges qui aboutiront à la libération des détenus de la crise post-électorale de 2010-2011. À l'approche de la présidentielle de 2020, Amadou Gon Coulibaly, alors Premier ministre, lance une approche séquencée du dialogue ouvert à la société civile. Du 24 janvier au 26 juin 2019, une première phase portant sur la recomposition de la commission électorale indépendante, puis une seconde phase pour définir les règles régissant la présidentielle. Libération des prisonniers des crises post-électorales, retour des exilés et réinsertion de ces derniers dans l'appareil de l'État, retour le 17 juin 2021 de l'ancien président Laurent Gbagbo, des coups importants pour accélérer le processus de réconciliation. Et le chef de l'État maintient le rythme du dialogue. Il multiplie les échanges avec les figures fortes de l'opposition, l'ancien président Henri Konan Bédié, Laurent Gbagbo et le président du Front populaire ivoirien. Que les Ivoiriens fassent de la paix le combat. Que nous ayons à l'esprit que la paix est comme un œuf. Une fois qu'il se casse, on ne peut plus le reconstituer. Nous avons tous un parent qui est PPAC. Nous avons tous un parent qui est PDCI. Est-ce pour autant parce qu'un PDCI a tenu des propos désobligeants en l'envers de RADP que j'irai me battre avec lui? Non, ça reste mon parent. On doit arriver à faire la part des choses. Le 21 janvier 2025, Alassane Ouattara reçoit le prix africain pour la promotion de la paix par le Forum d'Abu Dhabi. Ce 22 mai, alors que la Côte d'Ivoire abrite le prix Félix Houphouët-Boigny,
Cette célébration sonne comme une invitation pour tous les Ivoiriens à devenir des gardiens et protecteurs de la paix. Promouvoir l'humanité au service de la paix, tel est l'esprit du prix Félix Houphouët-Boigny, créé en 1989 par l'UNESCO de Nelson Mandela 2025. Ce prix a honoré les figures majeures de la réconciliation, du dialogue et de la coexistence pacifique. À quelques heures de la nouvelle cérémonie, retour sur un héritage précieux avec le regard croisé des générations. Franco Quadio et Marina Manzan nous replongent dans cette mémoire vivante. Et si le prix Félix Houphouët-Boigny m'était compté? Un prix qui a aujourd'hui 36 ans, l'âge de la perfection. À cette question, une date de référence, 1989. À cette date, l'UNESCO institue un prix pour célébrer les personnalités portant les idéaux de paix. Une vision personnalisée par un homme, Félix Houphouët-Boigny, président ivoirien, et illustration parfaite, 1991. Nelson Mandela, figure de proue du militantisme noir et anti-apartheid, et Frédéric Declercq, président blanc d'Afrique du Sud, sont lauréats de la toute première édition. Une nomination symbole et du crédit pour le prix dès sa gestation. Le prix UNESCO, depuis lors, fait son chemin et porte au firmament des figures marquantes, certaines moins connues, mais non moins charismatiques. L'année 93, un trio détonne. Yitzhak Rabin, Premier ministre d'Israël, Shimon Peres, ministre des Affaires étrangères, et le président de l'OLP, Yasser Arafat. Le chantre du dialogue interreligieux en 2003, le cardinal Roger Tchegueraï, sans oublier François Hollande en 2013. Le prix Félix Houphouët-Boigny, c'est certes la récompense de l'acteur de paix, mais c'est aussi celle de l'action pour la paix. Des personnes morales aux organisations en passant par des groupements d'intérêt et quelques années sans attribution, comme les années 2023, 2021, 2020, 2016, 2014 et ainsi de suite. Après Angela Merkel en 2023, dont la désignation a réuni les derniers défenseurs et porte-flambeaux de l'oufouettisme, l'ex-président le regretté Rikonan Bédié et le président Alassane Ouattara sur la même scène. Projection sur 2024, l'année de l'actuel futur président du Conseil européen Antonio Luis Santos da Costa, reconnu pour son engagement envers les pays en développement, et sa distinction sera faite dans quelques jours, en mai 2025. Une chose est certaine, l'idéal de paix professé par Félix Houphouët-Boigny, l'inspirateur du prix, sera encore préservé. Il est bon de rappeler que la semaine africaine de l'UNESCO a démarré hier lundi 19 mai à Paris. La Côte d'Ivoire y participe activement, mettant en avant ses valeurs culturelles et scientifiques autour du thème de la restitution et de la restauration du patrimoine africain. Le reportage de nos envoyés spéciaux Régis Kofi et Ulrika Dongon. C'est à Paris, au cœur de la capitale française, que l'Afrique s'exprime. Une ambiance bien différente des lundis du travail à l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, avec des expositions d'œuvres d'art. Bienvenue à la semaine africaine de l'UNESCO. Cette année, les ambassadeurs du groupe Afrique initient les activités autour du thème « Solidarité mondiale » pour la restitution et la restauration du patrimoine africain par le biais de l'éducation, la culture et la science. C'est vraiment ce qui représente notre engagement partagé pour sauvegarder, honorer, restaurer le patrimoine africain extrêmement précieux. La culture est une force de résilience, un vecteur de réconciliation, un catalyseur de l'innovation. À travers la restitution, nous permettons aux communautés africaines de renforcer leurs idées et de veiller à ce que le patrimoine puisse prospérer dans les générations à venir. Impossible de voir que les objets d'art qui racontent un pan de l'histoire du continent se retrouvent en Occident, que l'éducation qui est le socle des sociétés soit inaccessible, que la science qui sauve des vies ne soit pas accompagnée. Parlant d'accompagnement, le groupe Afrique de l'UNESCO s'est appuyé sur le directeur général d'Algest en vue de la mobilisation de ressources. Nous proposons de lancer, en accord avec le groupe Afrique et l'UNESCO, l'organisation d'un forum initiative financement de la priorité Afrique, soutenu et financé par notre institution, afin de mobiliser une première tranche d'1 milliard de dollars pour les programmes de la priorité Afrique avec la participation de tous les États et de toutes les organisations. La Côte d'Ivoire
a une présence remarquée à cette édition de la Semaine de l'Afrique. Nous présentons le Didier Ayekwe, ou le tambour parleur ou le tambour de guerre. Nous avons aussi voulu présenter la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels qui est vraiment depuis 2014, il y a une loi qui institutionnalise cette chambre. Montrer les mosquées des styles soudanais de la Côte d'Ivoire. Le savoir-faire traditionnel lié au tissage des pagnes. Vous avez vu aussi que l'espace gastronomique a montré le savoir-faire culinaire. Notre pays participe également à un panel de haut niveau sur la diplomatie scientifique pour parvenir à une solidarité mondiale sur la restitution et la restauration du patrimoine africain. Hier, lundi 19 mai, le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, a reçu en audience plusieurs personnalités à l'hémicycle. Il s'est entretenu avec les responsables de l'ARTCI et de l'ARCEP, abordant les enjeux de la couverture Internet en Côte d'Ivoire. Par la suite, il a échangé avec l'ambassadeur du Maroc en fin de mission, réaffirmant les liens d'amitié entre les deux pays. Le reportage de Carmel Dia et Zakaria Traoré. Le président du conseil de régulation de l'ARTCI et la présidente du collège de l'ARCEP, l'autorité française de régulation des communications électroniques, sont venus échanger avec le président de l'Assemblée nationale. Objectif : proposer des pistes pour améliorer la qualité du réseau Internet sur l'ensemble du territoire ivoirien. Ici à Abidjan, dans toutes les grandes villes, il y a bien sûr une connectivité fixe de très grande qualité, une connectivité mobile aussi de très grande qualité. Mais il existe encore des petits villages, des routes qui ne sont pas couverts. Donc ça existait aussi bien sûr en France. On a mis en place ce programme New Deal. Et maintenant, ce n'est plus le cas. On a résolu le problème. Un peu plus tard, c'était au tour de l'ambassadeur du Maroc en Côte d'Ivoire de faire ses adieux. Abdelmalek Kettani est venu saluer le chef de la Chambre basse du Parlement après plusieurs années de coopération. C'est un pays dans lequel j'ai passé 8 ans et demi. J'ai contribué au renforcement des relations entre la République de Côte d'Ivoire et le Royaume du Maroc. Aujourd'hui, je pars avec le sentiment du devoir accompli. Aujourd'hui, je souhaite que la Côte d'Ivoire se maintienne sur cette belle trajectoire qui est la sienne, trajectoire de la paix, de la prospérité, du développement. Une matinée rythmée par des échanges diplomatiques et stratégiques qui renforcent un peu plus les ponts entre la Côte d'Ivoire et ses partenaires. Cet après-midi, la ministre d'État Anne-Désirée Ouloto a lancé la 5e édition des Journées de la fonction publique à l'auditorium de la Primature. Ces journées qui se tiendront jusqu'au 25 juin à Treichville abordent cette année le thème bilan et perspective des actions de transformation du service public. Elles seront rythmées par des panels, des tables rondes et des cérémonies de décoration. Le compte-rendu de Grace Kando dans nos prochaines éditions. Abidjan accueille ce mardi le 22e séminaire du Fratel, réunissant 17 autorités de régulation et 160 experts du numérique. Les discussions portent sur les enjeux de la connectivité internationale avec l'ouverture officielle du numérique, sinon du ministre de la Transition numérique. Plus de détails avec Dangui Dangui. Blackout sur Internet dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest, notamment en Côte d'Ivoire. C'était le 14 mars 2024. En cause, la rupture de 4 câbles sous-marins d'Internet sur les 5 qui alimentent cette partie de l'Afrique. L'incident, rapidement circonscrit par les autorités, révèle à quel point le numérique est au cœur de la vie des Ivoiriens, des entreprises et même de la nation. De quoi donner un surcroît d'intérêt au 22e séminaire du Fratel, réseau francophone de la régulation des télécommunications. Ce forum se tient à Abidjan sur la problématique de la connectivité. Notre société, notre économie ne peuvent plus fonctionner sans numérique ou sans accès à Internet. Cela rend crucial le fonctionnement des réseaux internationaux qui doivent être sûrs, redondants et résilients pour chacun des pays au risque de nous retrouver isolés. La Côte d'Ivoire veut s'appuyer sur ce forum, creuser de partage de bonnes pratiques et d'échanges d'expériences sur les questions liées à la connectivité pour mettre le pays à l'abri d'éventuelles ruptures de fourniture d'Internet. La nouvelle loi de juin 2024 va nous permettre d'acquérir en Côte d'Ivoire de nouveaux acteurs, des MVNO, des acteurs qui sont des fournisseurs de services satellitaires qui arriveront. Nous travaillons également sur des programmes de connectivité rurale pour lancer
une meilleure couverture des zones blanches pour plus de 500 localités. En 2011, des études ont démontré que le centre d'intérêt premier des Ivoiriens et Ivoiriennes était l'accès à l'électricité. Ce taux étant passé de 33% à 94%, quand vous posez la question aux Ivoiriens aujourd'hui, quel est leur centre d'intérêt? C'est la connectivité. Tout Ivoirien, où qu'il soit, veut pouvoir disposer d'une connectivité. Placé sous le thème « Connectivité internationale, état des lieux et perspectives », le 22e séminaire du Fratel, réseau francophone de la régulation des télécommunications, mobilise durant 3 jours 17 autorités de régulation et 160 participants. Dans un contexte où les cybermenaces se multiplient, notre reporter Alexis Ouedraogo vous invite à découvrir Alerte 100, une plateforme de l'ANSSI dédiée à la veille numérique. Cette unité spéciale œuvre pour assurer un cyberespace sécurisé face aux dangers croissants sur Internet. Plus de détails dans ce reportage. Ce mardi, à Cocody, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information nous ouvre les bureaux de sa plateforme numérique Alerte 100. Ça, c'est le rond-point de l'Indénié. C'est une caméra qui a une portée de 4 km. Ici, nous sommes au poste de commandement central. C'est la salle qui s'occupe de tout ce qui est direct de la vidéoprotection urbaine. Chaque jour, nous avons comme activité la surveillance des sites sensibles en direct, la couverture des événements, l'aide à la régulation et tout ce qui a trait à la sécurité des biens et des personnes. Le centre prend en charge la vidéosurveillance, les réseaux sociaux et le centre d'appel. Dans une période comme celle actuelle de grande pluie, la vidéosurveillance permet aussi de répondre avec efficacité aux alertes inondations. Partout où il y a les inondations, nous les remontons et nous alertons les services compétents afin de porter secours. Et nous faisons des postes pour dire à la population qu'il faut éviter cette zone-là parce que la voie n'est pas praticable. Un peu plus loin, le centre d'appel, le 100. Un numéro public gratuit qui permet de signaler des incidents, mais abusivement utilisé pour des canulars. Le centre a une capacité d'accueil de 50 appels à la seconde et qui a une compétence nationale. Les éléments qui sont assis là ont la possibilité de se connecter avec les caméras de protection qui sont dans la ville. Donc, dès qu'on les appelle pour dire qu'il y a une inondation, ils peuvent prendre la caméra qui est dans la zone, vérifier et alerter les services compétents. Dernière pièce, celle dédiée aux réseaux sociaux. Ici, tout est scruté à la loupe. La plateforme travaille aussi à rétablir la vérité en cas de diffusion de fake news. En ce qui concerne les fake news, lorsque nous constatons une infraction, nous transmettons à la PLCC qui est chargée de traiter les infractions cybercriminelles au niveau de la Côte d'Ivoire. La plateforme, à l'heure des menaces informatiques multipliées, travaille à garantir un cyberespace plus sûr pour les populations. Après l'incendie dévastateur du 15 mai dernier au marché d'Adjamé, la ministre de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, Nassélé Batouré, a visité les lieux hier lundi. Accompagnée d'une forte délégation, elle s'est rendue auprès des sinistrés, leur apportant réconfort et solidarité face à cette tragédie. Un message de soutien pour ces commerçants qui ont tout perdu dans les flammes. Roxane Mbaké, Ahmed Silué. Après le grave incendie survenu le jeudi 15 mai à Adjamé-Petit-Lomé, c'est la désolation chez les commerçants. Ce jour-là, les flammes ravagent tout. Vêtements, tissus, matériel électroménager, tout y passe. Le bilan matériel est lourd. Touché par le drame, Nassélé Batouré apporte son soutien aux commerçants sinistrés. Avec une très grande joie, que nous avons écouté Madame la ministre, vraiment, elle nous a apaisés. Après un état des lieux, la ministre s'entretient avec les victimes avant de délivrer son message de réconfort.
C'est toute la Côte d'Ivoire qui est touchée. Et au nom des membres du gouvernement et en ma qualité de ministre de la Femme, au nom des femmes de Côte d'Ivoire, nous sommes venus vous apporter le traditionnel Yako. Quand la cause du sinistre sera trouvée, si elle permet à ce que certaines puissent commencer à travailler, on va le permettre parce qu'aujourd'hui, c'est votre vie, le battement de votre cœur qui importe au président de la République, Alassane Ouattara. Environ 600 magasins détruits par les flammes. Une enquête est ouverte pour déterminer les causes exactes de cet incendie. En attendant, l'aide du gouvernement s'organise autour des victimes. On parle maintenant de cohésion sociale. Dans la région du Poro, à Koni, 5 nouveaux chefs traditionnels ont été investis pour promouvoir l'unité et la paix en présence des autorités coutumières et administratives. L'événement s'est tenu sous le regard de plusieurs ministres à l'approche de l'élection présidentielle. Ami Sissoko. Solennité et tradition sénoufo ont marqué l'installation officielle de 5 chefs traditionnels des localités de Koni, Famaga, Koka, Danabolo et Ponvogo dans le département de Korogo. Le chef central de Koni, Nimbita Nansoro et ses pairs ont reçu leur arrêté de nomination des mains de Sa Majesté Issa Coulibaly, chef du canton central de Korogo et premier vice-président de la Chambre des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire. Il les a exhortés à incarner l'impartialité et à œuvrer pour la cohésion sociale. Par la voix de leur porte-parole, les nouveaux chefs ont exprimé leur gratitude au président de la République tout en formulant des doléances. Au niveau de Koni, le collège Amadou Grand Coulibaly, aujourd'hui, le nombre d'élèves est très élevé. Et nous souhaitons que ce collège devienne un lycée pour éviter que les enfants aillent dans les villages très loin. Était également présent le ministre de la Communication Amadou Coulibaly, le ministre gouverneur du district des Savanes, le général Issa Coulibaly, ainsi que le président du conseil régional du Poro, Fidel Sarasoro. Tous unanimes sur l'importance du rôle des chefs dans le maintien de la paix sociale. Avec le président Alassane Ouattara, qui leur a donné une existence non seulement légale mais institutionnelle, ils sont véritablement des chefs. Ils sont revêtus de la toge du pouvoir, le pouvoir traditionnel, les gardiens de nos us et coutumes. Vous les chefs, vous êtes les auxiliaires de l'administration. Continuez de travailler dans la vision du chef de l'État. On sait, il y a beaucoup de conflits, notamment des conflits fonciers, mais tout ça peut être réglé dans la paix. Oui, il y a parfois quelques conflits, éleveurs, agriculteurs, mais tout ça peut se faire dans la paix. Et c'est dans cette paix-là que nous avons le développement. Chers chefs, je vous encourage à œuvrer, à maintenir la cohésion et l'entente au sein de votre communauté. Je vous exhorte à lutter contre ces pratiques malheureusement répandues aujourd'hui en Côte d'Ivoire, ces pratiques de cession de terre pour l'orpaillage clandestin. Nimbita Nansoro devient le 10e chef central de Koni. Il succède à Doni Songisoro, décédé en 2023. À Yamoussoukro, le ministre des Eaux et Forêts, Laurent Tchaba, a remis du matériel agricole et des semences à améliorer à 202 groupements agricoles. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du programme intégré de développement et d'adaptation au changement climatique visant à renforcer les capacités productives des agriculteurs et à promouvoir des pratiques agricoles durables. Kader Sogodogo. Des broyeuses, des unités de cuisson, des remorques, des bottes, des arrosoirs, des pulvérisateurs et des motopompes à 302 groupements agricoles du district autonome de Yamoussoukro. Au global, 350 millions de francs CFA. Cet important lot de matériel et d'intrants agricoles est un don du ministère des Eaux et Forêts. L'initiative s'inscrit dans une dynamique de soutien aux efforts de résilience des communautés agricoles face aux défis environnementaux et socio-économiques croissants. Au nom des bénéficiaires, leur porte-parole, Angeline Ezoua, remercie le gouvernement pour son accompagnement en faveur d'une agriculture moderne, productive et résiliente à l'horizon 2030.
Nous nous engageons à en faire bon usage et les entretenir avec soin. Partager les bonnes pratiques reçues, contribuer à une agriculture plus respectable de l'environnement. Pour le ministre Laurent Tchakba, cette remise constitue le point de départ d'une collaboration durable entre agriculteurs et le gouvernement. Son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, a décidé de prendre des mesures concrètes pour renforcer la résilience des populations rurales. C'est dans ce cadre que s'inscrit le programme intégré de développement et d'adaptation au changement climatique dans le bassin du Niger, dont la mise en œuvre dans notre pays connaît aujourd'hui des avancées significatives. Le programme intégré de développement et d'adaptation au changement climatique dans le bassin du Niger tient compte des enjeux liés au changement climatique. Le projet intervient dans des domaines stratégiques tels que l'agroforesterie, la gestion durable des terres et l'appui institutionnel. Un mot de politique à présent à Yopougon. Le ministre Adama Diawara a remobilisé les militants RHDP à quelques mois de la présidentielle. Il a appelé à l'unité et à la préparation pour les défis à venir, tout en remettant des dons symboliques. Le compte-rendu d'Ahmed Traoré. Pour la victoire éclatante du RHDP, dès le premier tour de l'élection présidentielle d'octobre 2025, Adama Diawara sonne la mobilisation à Yopougon. Au cours de sa rencontre avec les structures de base de sa formation politique, il insiste sur l'importance de maintenir la vigilance et de continuer à convaincre les populations et autres indécis des acquis du président Alassane Ouattara. Toutefois, il insiste sur 2 points, la paix et la sécurité. Il faut aller vendre, c'est le cas vraiment de le dire, vendre le bilan du président de la République, le bilan 2011-2025, qui se passe de tout commentaire. Et ainsi que le programme de gouvernement 2026-2030 qui est plus qu'alléchant pour la population ivoirienne. Et je leur ai demandé également qu'au-delà du caractère développement du bilan du président de la République, il faut également insister sur le fait que depuis l'accession du président au pouvoir, le pays est en paix et les frontières de notre État sont sécurisées. Les départementaux, les structures spécialisées, notamment l'Union des jeunes, l'Union des femmes et l'Union des enseignants, les secrétaires de section, les délégués des zones ont pris part à ce rendez-vous qui s'est déroulé dans un climat de solidarité et d'engagement. Le coordonnateur adjoint RHDP de Yopougon a profité pour faire des dons symboliques. Nous savons que c'est un homme très généreux. À chaque fois qu'il a l'occasion, il vient à Yopougon rencontrer l'encadrement politique, les mains chargées. Nous sommes en période électorale, donc les défis à venir, c'est d'être mobilisé, c'est d'être vraiment sur le terrain pour qu'en octobre 2025, le RHDP puisse remporter la victoire. La jeunesse RHDP de Yopougon donne rendez-vous pour un giga meeting le samedi 24 mai à la place Figayo. Dans l'actualité hors de nos frontières, la 78e Assemblée mondiale de la santé s'est ouverte ce lundi 19 mai 2025 à Genève, réunissant les 193 États membres de l'OMS autour du thème « Un monde uni pour la santé ». La Côte d'Ivoire, représentée par le ministre de la Santé Pierre Dimba, y partage son expérience en matière de résilience sanitaire, notamment dans la gestion des crises telles que la Covid-19, Ebola et la variole du singe. La discussion porte également sur la standardisation des dispositifs médicaux, le financement de la santé et la préparation aux urgences sanitaires. Dans l'actualité internationale au Mali, l'enlèvement du président de la société civile de Ménaka est sur toutes les lèvres. Pendant ce temps, au Sénégal, les autorités autorisent que des archéologues entament des fouilles pour déterminer le nombre de tirailleurs tués pendant le massacre de Tiaroy en 1944. Enfin, au Tchad, l'audition de l'ex-premier ministre Succès Masra est reportée. Ses avocats refoulés. Le tour du monde en bref et en images. C'est une sélection de Gabriel Zani.
Au Mali, à Menaka, dans la région nord-est du pays frontalière avec le Niger, le président de la société civile de la localité a été enlevé le lundi 19 mai. Non loin de son domicile, Sidi Barka a été emmené de force par 2 hommes non identifiés après l'avoir intimidé et empêché de fuir. Les raisons de cet enlèvement restent pour l'instant inconnues. Au Sénégal, une équipe d'archéologues fouille le cimetière militaire de Dakar à la recherche des victimes du massacre Thiaroye. Il s'agit de trouver des fosses communes où pourraient être enterrés des tirailleurs massacrés par l'armée française le 1er décembre 1944 alors qu'ils réclamaient leur prime de démobilisation. Pour Ousmane Sonko, le Premier ministre sénégalais, il convient de faire la lumière sur cet épisode de la colonisation. Au Tchad, l'ex-premier ministre Succès Masra devait être entendu le lundi 19 mai par les enquêteurs, mais son audition a été reportée et ses avocats ont été refoulés à l'entrée de la coordination de la police judiciaire. Accusé d'incitation à la haine, l'ancien premier ministre et président du Parti des Transformateurs est en garde à vue depuis le vendredi 16 mai 2025. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur nos plateformes. Très bonne nuit à toutes et à tous et à bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'actualité. Bonsoir.